Nouvelle heure d'information sur LCI dans quelques secondes. L'invité du temps de l'info, c'est Alexei Benediktov, journaliste russe, ex-rédacteur en chef de l'Écho de Moscou. Bonjour à vous, merci d'être avec nous, vous êtes en direct de Moscou. On vous retrouve dans un instant. J'accueille aussi sur le plateau Yuri Klavillier, analyste indépendant en géostratégie, et Ludmila Totieva, habituée de nos plateaux, consultante ukrainienne en politique publique. Alors, Alexei Benediktov, merci infiniment d'être avec nous. On vient de parler de la surveillance qui pèse sur la population russe. On va parler avec vous du sort de la presse indépendante russe qui inquiète. Que va devenir en effet l'Écho de Moscou, qui était une radio indépendante que vous avez dirigée? Elle a été dissoute au lendemain du lancement de la guerre en Ukraine. Elle pourrait bientôt passer sous contrôle de l'État. Alors, est-ce que vous nous confirmez d'abord cette information? Est-ce que le Kremlin veut s'approprier la marque de l'Écho de Moscou et en faire un organe de presse d'État, tout simplement? Bonjour, merci pour l'invitation. C'est vrai que nous avons été fermés le 1er mars, il y a 1 an et demi, quand la guerre a déclenché, parce que nous avons commenté, moi-même, j'ai commenté à l'antenne que c'est la guerre et c'est la catastrophe pour la Russie et pour l'Ukraine. La licence a été retirée chez nous, mais il y a quelques jours, le conseil de directeur de notre société anonyme Écho de Moscou a décidé de faire donner marque Écho de Moscou au gouvernement, ou plutôt au Russia Today, vous connaissez bien sûr, c'est la chaîne d'État. Bien sûr, on sait pourquoi, on connaît pourquoi on fait ça. Parce qu'il faut oublier que Écho de Moscou était la chaîne indépendante et très populaire. Bon, alors nous combattrons ça dans les procès. Aujourd'hui, nous avons, moi-même, j'ai 3 procès contre le parquet général pour la fermeture d'Écho de Moscou, contre le ministre de Justice qui m'a déclaré l'agent étranger, je suis l'agent étranger, et contre Yevgeny Prigozhin et groupe Wagner. C'est moi, j'ai 3 procès. Maintenant, ce sera le 4e, Gazprom, qui a refusé de prolonger le droit sur la marque. Voilà comment ça se passe, je confirme. Alors, vous avez dit, lors d'une interview, je pense qu'en Russie, après le métier de mineur, celui de journaliste est le plus périlleux, c'est celui où vous êtes le plus agressé, le plus menacé. Est-ce que vous-même, vous avez fait l'objet d'intimidation ? Oui, mais c'était avant la guerre, parce qu'il y a la statistique que pendant les professions non militaires, les professions qui sont plus en danger, ce sont les mineurs, les professions civiles. Et les journalistes, on a tué, on fait les passer à la frontière, on l'intimide. Maintenant, nous connaissons les problèmes avec la poison, et peut-être vous connaissez qu'un des journalistes d'Écho de Moscou a été empoisonné à Tbilissi. Et il y a 1 an, et maintenant il y a l'enquête qui mène la police allemande, parce que c'est ce que l'Allemand a commencé à faire l'enquête. Alors bon, ça continue. La guerre, bien sûr, a donné encore de chance pour les journalistes de faire avec leur profession quelque chose. Mais je reste à Moscou avec une partie de l'équipe pour faire ma chaîne. Et vous voyez mon studio qui est tout près de la prison Les Fortes. On blague que c'est tout près pour faire passer très vite. Oui, si on veut. Votre arme, c'est l'humour, évidemment. Ce qui me frappe, c'est que vous parlez de guerre, alors que je rappelle quand même que critiquer l'action de l'armée ou employer le mot de guerre est désormais passible de peines de prison, qui peuvent aller jusqu'à 15 ans. Vous n'avez pas peur pour votre sécurité ? Mais bien sûr que j'ai peur, mais maintenant c'est le président Poutine qui a dit quelquefois la guerre, alors je cite seulement le président de la Russie. C'est ma explication. Quel est l'état des médias aujourd'hui, des médias russes, Alexei Benediktov? Est-ce que vous diriez qu'ils sont tous sous contrôle, tous muselés? Bien sûr qu'il y avait, regardez, avant la guerre, il y avait 3 médias, je dirais, indépendants restés. C'était en février, qui étaient indépendants. C'est la chaîne Docht, La Pluie. Il y avait Novaya Gazeta, son rédacteur en chef, Dmitry Muratov, qui est Nobel de la paix, de 21, et Écho de Moscou. Tous les 3 étaient fermés pendant 4 jours. Après le commencement, avec le déclenchement le 24 février. Alors, parce que pendant l'opération militaire,
La propagande doit être totale. C'est ça que m'a expliqué mes amis de Kremlin. La propagande doit être totale. Et ces petits médias qui n'ont pas d'État, Dost, Novaya Gazeta et nous-mêmes, ce sont les députés, les ministres, les gouverneurs qui écoutaient, regardaient et lisaient ces journaux, cette chaîne radio et cette télévision. Il fallait les fermer. Il fallait les fermer parce que nous sommes les influenceurs. Ça m'a expliqué le secrétaire de presse de M. Poutine, mon ami Dmitri Peskov. Votre ami Dmitri Peskov, c'est ironique, évidemment. Comment les Russes s'informent-ils aujourd'hui ? Alors, bien sûr que la première chaîne et toutes les chaînes de télévision, c'est l'arme principale de propagande. C'est autour de, si je ne trompe pas les derniers sondages, autour de 60% qui regardent ces chaînes de télévision fédéraux, comme on dit chez nous. Il y a bien sûr les chaînes régionaux, c'est la télévision, c'est numéro 1. Mais pendant 2 ans, ce qui développe, c'est dans l'Internet, il y a les réseaux sociaux comme Telegram, YouTube, si on peut parler, qui est indépendant, maintenant pas encore fermé en Russie, Telegram, YouTube, mais Facebook, Twitter et j'ai oublié quoi ça, sont interdits en Russie. Et on ne peut pas les reprendre sauf par VPN. Alors, télévision contre Internet, je dirais comme ça, mais dans l'Internet, le gouvernement russe travaille aussi très bien et développe aussi très bien ces réseaux. C'est-à-dire que nous avons télévision et un parti de l'Internet et des réseaux sociaux pro-gouvernemental, et nous avons dans les réseaux sociaux les journalistes russes qui travaillent dans l'immigration et quelques petites rédactions comme la mienne par exemple, aussi, mais régionaux, qui travaillent de l'intérieur de la Russie. Mais nous sommes peu. Oui, on entend souvent dire, Alexei Venediktov, que les Russes, finalement, ils ne veulent pas savoir ce qui se passe en Ukraine. Est-ce que c'est vrai, selon vous ? La volonté, c'est une chose qu'on ne peut pas compter. Je pense que si ça vous intéresse, nous avons sociologiquement une chose pareille. Il y a une 15% de population qui est contre la guerre parce que la guerre ne résout aucun problème. Autour de 15%, c'est autour de 15 millions des électeurs, je dirais comme ça, des gens 18 ans plus. Nous avons encore autour de 20% les personnalités qui veulent la guerre, qui sont radicaux, qui soutiendront la thèse que l'Ukraine ne doit pas exister, il faut prendre Kiev et le prendre Odessa, etc., etc. C'est autour de 20% qui se tenaient Prigojine, qui se tenaient les généraux radicaux, qu'il faut faire la guerre plus effective, etc. Et encore, il existe autour de 2 tiers, 65% que j'appelle les loyalistes ou légitimistes, qui soutiendront ce que le gouvernement proposera. Si c'est la guerre, bon, c'est la guerre, le gouvernement. Si la paix, bien sûr, nous sommes pour la paix. Vous connaissez qu'il y avait un sondage très intéressant. On l'a demandé aux populations, est-ce que vous voulez la paix? Quand Poutine veut la paix, 55% a dit oui. Mais si Poutine ne veut pas la paix, c'est 15% qui a dit oui. C'est-à-dire, ce sont les loyalistes qui suivent le leader. Voilà pourquoi je dis que la volonté des Russes est un peu, elle n'est pas rigide. Voilà ce que je peux dire. Alors, nous avons une ressortissante russe, précisément sur ce plateau, Natalia Turin, qui a une question pour vous. Alexei, bonjour. Je voudrais vous poser une question un peu compliquée. Vous avez toujours fait de votre relation assez privilégiée avec les forts du monde des Russes, avec Simonyan, avec Peskov, avec d'autres, votre monnaie d'échange. En fait, c'est grâce à cette amitié, comme vous dites, que vous donnez une possibilité aux journalistes russes de continuer le travail. Vous continuez, contrairement aux autres, de voyager entre la Russie, la France. Vous avez accès aux hommes très importants en France et vous continuez, d'après ce que j'ai compris, cette petite blague, vous êtes un ami de Peskov, je comprends que vous continuez de boire des pots avec lui. En tout cas, c'est comme ça que vous avez dit au début de la guerre. Vous comprenez que j'ai peur de vous poser des questions ? Non.
Pourquoi vous avez peur? Devinez pourquoi. Si vous continuez d'être ami avec le régime de Poutine, avec les représentants du régime de Poutine qui vous laissent circuler librement, moi j'ai peur de vous poser des questions. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ce n'est pas la question compliquée. Je suis le journaliste professionnel. Quand vous êtes pas d'opposition, jamais je n'étais pas de l'opposition. Un de mes amis, vraiment, Vladimir Karamurza est en prison. L'autre, mon ami, M. Peskov, est à Kremlin. C'est-à-dire que cet métier était, comment il conçu, pas pendant la guerre, c'est pendant les décennies. Et comme professionnel, je dois parler avec le secrétaire de presse du président russe, il est le président russe, et je dois poser les questions au président russe, même si je suis l'agent étranger, officiellement. Et je parle avec les avocats de M. Vladimir Karamurza et je lui écris les lettres à prison, je reçois les lettres de Vladimir Karamurza et jamais je ne fais pas le mélange entre mon travail professionnel parce que je dois informer mon auditeur qui est maintenant auprès de millions. Nous avons des abonnés millions sur ma chaîne de YouTube et entre mes relations personnelles. Aucun intérêt pour moi de mélanger ces choses-là. Ou vous êtes le journaliste de position propagandiste, ou le journaliste de l'État, ou vous êtes le journaliste professionnel qui travaille pour son auditeur. Et il y a aussi quelques journalistes en Russie qui travaillent comme moi. Et je suis fier d'être ici à Moscou et travailler pour mon auditeur. Ici, dans mon auditeur, il y a Vladimir Karamurza et Vladimir Poutine. C'est eux qui choisissent ma chaîne et c'est pas moi. Votre amie Simonian, vous avez revendiqué cette amitié, elle est aussi votre élève. Aujourd'hui, cet élève et votre ami vous piquent votre marque. N'est-ce pas, n'est-ce pas la preuve qu'on ne peut pas négocier avec le diable, on ne peut pas avoir une amitié avec le diable, parce que finalement, il va avoir raison de vous. Premièrement, pour Simonian, nous n'avons pas parlé depuis que la guerre a éclaté. C'est-à-dire, on peut dire que les amitiés sont rompues. Première chose. Deuxième chose, il y a beaucoup de familles, pas des amis, mais des familles qui étaient rompues. Je peux vous dire qu'il y a 40 millions de Russes qui ont les parents proches en Ukraine, vous comprenez? Et la mère et la fille qui ont rompu, et les enfants et les grands-parents qui sont rompus. Qu'est-ce que c'est que quelques amis? Qu'est-ce que c'est ces liens professionnels? Les familles qui sont cassées. C'est ça la tragédie. La première chose. Deuxième chose, c'est les diplomates de tous les pays disent, et on vous dira, qu'il faut négocier avec le diable. Parce qu'on ne négocie pas avec les anges. À quoi bon? Les anges sont bons. Alexei Venediktov, on parlait tout à l'heure, il y a quelques minutes, de cette surveillance de masse qui s'accroît, notamment à Moscou. 1 demi-million de caméras de surveillance faciale ont été installées à travers la Russie. Comment est-ce que les Russes, les moscovites en particulier, prennent cette surveillance accrue de leur quotidien? J'ai parlé avec beaucoup de gens, ils s'en foutent vraiment. Parce que les moscovites, ce sont les gens qui connaissent qu'à Londres, il y a beaucoup plus de caméras qu'en Russie. Et on dit, tu vois, et la délinquance tombe maintenant. On trouve les criminels, c'est bien, etc., etc. Il y a un petit parti qui dit la vie privée, c'est interdit, etc. Mais tout de même, je pense que la société d'aujourd'hui, qui est vidéosurveillée, je connais pendant les émeutes, aussi peut dire les émeutes à Paris, votre ministre des Affaires intérieures, M. Darmanin, a déclaré qu'on a pris beaucoup de délinquants parce que la vidéosurveillance l'a donné. Moscovite dit aussi, bon, les délinquances, c'est bon. C'est-à-dire ça que l'État toujours veut maintenant vous surveiller, il a la possibilité de vous surveiller. Pour moi, c'est pas bien, mais beaucoup de gens disent que c'est bon pour la lutte contre la délinquance. Mais ça n'est pas seulement de la lutte contre la délinquance, visiblement, c'est aussi une manière de cibler davantage les opposants au régime ou encore ceux qui essayent d'échapper à la conscription. Bien sûr, et ça fonctionne comme ça. Et tout le progrès technique, c'est bon et c'est mal, mais vous avez vu vrai, c'est plutôt en métro
qu'il y a les caméras de surveillance, quand il y a beaucoup de gens, pas beaucoup, mais il y a des dizaines de gens qui étaient arrêtés pendant cette mobilisation forcée en septembre et en octobre, bien sûr. Et je peux vous dire que dans les tribunaux, quand les gens vont en tribunaux, il y a les décisions différentes. Il y a les tribunaux qui disent que c'est illégal de regarder ça, les gens simples. Il y a les tribunaux qui disent, mais bon, voyez, ça, vous êtes les délinquants parce que vous ne voulez pas aller à la mobilisation. Oui, ça existe vraiment ça, mais le gouvernement pense que c'est une arme contre la délinquance avec un grand D, c'est-à-dire même contre les gens qui ne veulent pas aller à l'armée. Alors, nous avons également sur ce plateau une jeune Ukrainienne, consultante en politique publique, Ludmila Totieva, qui a aussi une question pour vous. Oui, bonjour. Vous avez mentionné Bonjour. tout à l'heure qu'il y a autour de 60-65% de population qui prennent la position royaliste, c'est-à-dire les personnes qui soutiennent le régime de Poutine en ce moment-là. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait les faire changer d'avis, basculer d'un côté ou de l'autre? Et est-ce que les médias indépendants, tant leur travail qui était fait avant l'invasion de l'année dernière, est-ce que vous avez vu que ça a changé la manière dont les personnes percevaient le gouvernement et cette position royaliste qu'ils avaient peut-être avant même l'invasion? Merci. Merci, j'aime beaucoup le mot royaliste, et c'est vrai, c'est réaliste, vraiment. Vraiment, c'est ça. Il faut comprendre que ce ne sont pas les gens qui soutiennent le régime poutiniste, c'est les personnes qui soutiennent Poutine personnellement. Ils ont, comment faut-il dire, ils veulent remercier Poutine qui a donné leur pensée, leur donné la stabilité avec les années troubles, les années de révolution. C'était un stabilisateur et qui a rendu la Crimée qu'ils pensent que c'est un territoire russe. Alors bon, comment parler avec eux? Nous parlons avec eux, moi je parle avec eux comme ça. Vous êtes pour la guerre, d'accord, mais vous devez comprendre que s'il n'y a pas maintenant les médicaments pour votre mère, c'est la suite de la guerre. Si vous ne pouvez pas être abonné à Netflix, c'est la conséquence de la guerre. Si l'inflation monte, c'est la guerre. Voilà comment on parle avec ces gens-là, parce qu'ils se divisent. Il y a la situation qui n'est pas très bien, mais il y a Poutine qui fait ça très bien. Non, c'est lié. Il faut dire non, c'est lié. Vous ne comprenez pas, mais je vous dis que c'est lié. C'est une chose. L'autre chose, les gens vraiment cherchaient la stabilité avec les turbulences des années 90, ce qui dit Poutine, ce qui dit Navalny, l'opposant de Poutine, et ils ont trouvé leur stabilisateur. Alors bon, ils ne lient pas les conséquences avec cette personnalité-là. Il faut l'expliquer. Que c'est sa décision, que cette opération spéciale, bien sûr, je dis toujours, bon, d'accord, ils disent, non, c'est pas la guerre, c'est l'opération spéciale. Je dis, d'accord, c'est l'opération spéciale pour la Russie, mais pour l'Ukraine, c'est la guerre libératrice. Bon, les Ukrainiens font la guerre. Nous, l'opération spéciale. C'est d'accord? Continuons. Voilà comme ça fonctionne, parce que vous ne pouvez pas dire à ces gens, vous êtes le régime sanguinaire, vous soutenez le régime sanguinaire, nous ne voulons pas maintenant la culture russe, nous ne voulons pas les Russes là et là, nous jetons les étudiants russes de l'université, nous brûlons les livres russes, nous interdirons, etc., etc. Ça dit, c'est vrai, tout le monde est russophobe. Voilà pourquoi j'explique que c'est pas vrai, que personne ne veut pas brûler les livres russes, personne ne veut pas jeter les passeports russes n'importe quoi, mais c'est la conséquence de la politique du gouvernement Poutine. Voilà comment je parle, même avec mes proches, pas tout le monde qui est contre cette guerre. Alexei Benedikov, vous parliez à l'instant des médias qui sont peu libres, c'est un euphémisme en Russie. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec les scores absolument incroyables qui sont prédits pour Vladimir Poutine pour les élections présidentielles qui arrivent dans 8 mois, 80-90%
de votre... Oui, je parlais avec lui sur ce là. Bien sûr que, comment faut-il dire, c'est une planche, c'est un toit qu'il fait pour ces élections, parce que ce n'est pas les élections, ce ne sera pas les élections, parce qu'il voit, ça je ne cite pas, mais c'est ma conclusion, il voit cette vote en mars 24 comme le plébiscite pour Poutine. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 ans, on a voté la Constitution, la nouvelle Constitution, le Parlement a voté, le Conseil de fédération, notre Sénat a voté, et il n'avait aucun droit de faire voter par le peuple. Et Poutine a dit non, je ne veux pas être lié avec cet establishment, c'est l'accord entre moi et le peuple, il a fait voter le peuple. Et aujourd'hui, le mars 24, ce sera le vote du peuple, ce sera le plébiscite, moi je pense que ce sera le plébiscite royal, comme vous avez dit, et puis il pourra dire, regardez, 80 ou 90% soutiennent ma politique, donc cette opération spéciale. Il me soutient. Ma politique. Voilà, ce ne seront pas les élections entre Poutine ou, je ne sais pas, les communistes ou les nationalistes ou je ne sais pas quoi. Non, ce sera le plébiscite impérial comme, je ne sais pas, à Rome antique, pour que les instituts républicains restent, mais l'empereur, le premier des citoyens, sera plébiscité pour sa politique. Et voilà pourquoi je sais que les opposants ne savent pas encore comment appeler la population. Voter, ne pas aller, voter nul, on ne sait pas. Il y a beaucoup d'abstention d'ailleurs. Peut-être Natalia Turin, vous avez des éléments de réponse lors des présidentielles. Oui, je pense, oui, je ne me souviens pas, mais ce que je peux vous dire, que pendant les élections... je crois que c'est 40% pendant les élections présidentielles il y a 5 ans. Je pense que il faut regarder, l'abstention était autour de 37-45%, c'est comme ça. Quand même, c'est assez élevé. Natalia Turina a encore une question pour vous. Alexei, Poutine est accusé d'avoir volé les enfants ukrainiens. Je sais que vous êtes énormément impliqué pour le retour des enfants ukrainiens dans leur pays. C'est une des raisons pour laquelle vous passez beaucoup de temps en France. Pensez-vous qu'un jour, Poutine va être lâché à ce propos? Et est-ce que ça va être grâce à vous? Je m'en fous, vraiment, parce que je pense à ces enfants, pas à Poutine. Le mandat du tribunal existe, alors il y a les procureurs ou les juges d'instruction qui doivent faire leur travail, qu'ils font leur travail. Mais il y a des milliers d'enfants ukrainiens, ils doivent attendre en Russie la déclaration, la décision du tribunal, combien? 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, combien? Et voilà pourquoi j'ai commencé à faire les choses même avant ce mandat. Et il y a les gens comme les juges d'instruction, qui doivent faire leur travail. Il y a les volontaires qui doivent faire venir ces enfants à leurs parents en Ukraine. Et c'est tout. Et pour moi, quand on me demande pourquoi tu fais ça, je dis c'est ma réparation personnelle pour l'Ukraine. Et on a fait revenir notre petit groupe, on a fait revenir, 3000 enfants, 3000 cas isolés de la Russie à l'Ukraine. C'est-à-dire, et je ne pense pas à Poutine, je ne pense pas à Zelensky, je ne pense pas, alors, je ne sais pas, au Biden ou au Macron. Pourquoi je dois faire ça au tribunal? Oui, je fais mon travail comme je vois. Attendez, je suis retraité, j'ai beaucoup de temps libre et je suis volontaire. J'étais limogé par Poutine, alors je suis libre à faire n'importe quoi. Alexei Venediktov. Oui, j'ai une dernière question pour vous. Vous êtes à Moscou. Comment sont perçues les attaques de drones qui visent la ville? Parce que ça, c'est la réalité concrète de cette guerre en Ukraine qui se traduit sur le sol russe. Ce que je parle avec les gens qui habitent ici à Moscou, c'est un peu, je peux vous dire, indifférent. Première chose, il n'y a pas de victimes, aucune victime pendant ces attaques. Deuxième chose, on attendait ça parce que les Ukrainiens font la guerre et c'est le riposte, et il faut attendre riposte bien sûr.
bon, alors ça n'a pas beaucoup changé la vie à Moscou. Les gens vont au restaurant, les gens vont au musée, les gens vont au concert, les gens ne quittent pas Moscou. Je peux vous dire, il n'y a pas d'évacuation massive, je dirais massive. On a habitué, via les ordinateurs de ce jeu de guerre, on voit les drones et là, bon, c'est intéressant, regardez. Mon fils, qui a 22 ans, est allé regarder au Moscow City, il a fait les photos, il a fait les données aux réseaux sociaux, il était le premier qui était là, il a dit, regardez comment ça en fait, intéressant comme ça. C'est pas la guerre vraiment pour moscovite, pas encore. Merci beaucoup Alexei Benedikov d'avoir consacré ce temps au temps de l'info et félicitations pour votre français qui est presque parfait. Votre témoignage était précieux.